charge Zelensky comme jamais et que dis-je même, c'est Trump qui accuse Zelensky d'avoir commencé la guerre. Écoutez bien. Je suis très déçu, j'entends qu'ils sont fâchés de ne pas avoir de siège à la table des négociations, alors qu'ils ont eu un siège pendant 3 ans et bien avant cela. Cela aurait pu se négocier très facilement. Un négociateur débutant aurait pu régler ça il y a des années. Ça fait 3 ans que vous êtes là. Vous auriez dû y mettre fin il y a 3 ans. Vous auriez pu conclure un accord. On a une situation où il n'y a pas eu d'élection en Ukraine, où la loi martiale s'applique en Ukraine et où, je déteste le dire, mais les leaders ne sont soutenus que par 4% de la population. Alors voilà, cette question, est-ce un nouveau cap qui est passé dans la position pro-Poutine, voire anti-Zelensky de Donald Trump? Attention, accélération vertigineuse, un Trump qui annonce qu'il va rencontrer Poutine d'ici la fin du mois, autant dire demain. On en parle avec nos invités que je salue sur ce plateau. Bonjour Valérie Trierweiler, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste et vous êtes écrivaine. Bonjour Dominique Seux. Bonjour Amélie. Ravi de vous retrouver, vous êtes éditorialiste et chroniqueur aux Échos et à France Inter. Bonjour Maître Jean-Yves Le Borgne. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes avocat pénaliste et vous êtes auteur de Coupable Liberté aux éditions Fayard. Votre livre, il est ici à l'antenne. Vincent Crouzet, bonjour. Bonjour Merci Amélie. d'être avec nous. Vous êtes expert en renseignement, auteur de Comment vivre dans un monde en guerre aux éditions La Jeune Martinière. Et votre livre, il s'affiche ici. Alors, nos correspondants aux États-Unis, Justine Jankowski et Alexandra Poupon, reviennent pour nous sur ces annonces très importantes, cette accélération de la nuit depuis Washington, depuis les États-Unis. C'est une annonce qu'il fait du bout des lèvres en disant qu'il rencontrera probablement le dirigeant russe d'ici la fin du mois, c'est-à-dire dans les 10 jours. Mais surtout, lors de cette conférence de presse tenue à sa résidence à Mar-a-Lago, Donald Trump prend un peu plus le parti des Russes. Il s'est moqué ouvertement des Ukrainiens qui se plaignent de ne pas être invités aux discussions. Donald Trump fait mine de s'adresser à Volodymyr Zelensky en disant « Eh bien, le conflit, ça fait 3 ans qu'il dure. Vous auriez pu y mettre fin plus tôt ou même ne jamais le commencer. » Donald Trump prétend donc à tort devant toute la presse que c'est l'Ukraine qui a démarré la guerre et non pas la Russie. C'est ce qui choque le plus ici parce qu'après, pour tout le reste, Donald Trump fait du Donald Trump. Il se présente comme un héros en disant qu'il aurait pu mettre fin à la guerre s'il avait été au pouvoir lorsqu'elle a débuté. Et puis surtout, il se dit favorable à un éventuel déploiement de soldats européens en Ukraine. Mais ça, c'est assez logique puisque depuis longtemps, il critique l'implication militaire et surtout financière des Américains dans le conflit. Merci à Justine Jankowski et Alexandra Poupon sur le terrain. Alors ça y est, il assume, Vincent Crouzet, plus que jamais d'être pro-Poutine. Et est-ce qu'on peut déjà dire ce matin que l'accord qui va se dessiner va être un accord de victoire de Poutine grâce à Trump? Malheureusement, oui. Je pense que l'on rencontre 3 problèmes qui sont graves. Le premier, concernant cette dernière déclaration, soit Trump est de mauvaise foi, ce qui est grave de la part quand même du dirigeant de la première puissance mondiale, soit il existe vraiment une compromission avec la Russie et personnellement avec Vladimir Poutine. Au sein des services de renseignement occidentaux, on en parle de plus en plus. Et le 3e problème, c'est clairement un problème de santé mentale. Comment un président des États-Unis peut déclarer sérieusement aujourd'hui que c'est l'Ukraine qui est rentrée en guerre il y a 3 ans ? Ça paraît invraisemblable. Mais pardon, ce que vous dites sur les renseignements, c'est que de plus en plus remonte la musique au sein des renseignements que Poutine tient Trump, pour dire les choses clairement. Oui, clairement. Sur quels éléments? Clairement, et ça pose... Pour le dire. Bon... Sur quels éléments? Si des éléments avaient été... il y a eu 2 commissions d'enquête au sein du Congrès, à travers... et 2 commissions d'enquête fédérales avec les procureurs John Durham et Robert Mueller, qui n'ont pas trouvé en fait de preuves irréfutables concernant la compromission Poutine-Trump. Néanmoins, il y a trop de rapprochements flagrants en ce qui concerne évidemment le narratif et puis les prises de décision du président Trump depuis 20 jours.
on reprend le narratif poutinien, pour reprendre le chiffre des 4% notamment, c'est invraisemblable. Même Poutine n'aurait pas osé dire que seulement 4% de la population ukrainienne supportait Zelensky. Après, Poutine dit régulièrement que Zelensky était un président illégitime, donc il reprend quand même un peu la rhétorique de Poutine, encore une fois, Trump sur ce coup. Complètement. Alors, Emmanuel Macron, il voit du positif dans le dialogue Trump-Poutine. Donald Trump peut réamorcer un dialogue utile avec le président Poutine, c'est ce qu'a dit le chef de l'État dans l'interview à la PQR qu'il donne aujourd'hui à la presse quotidienne régionale. Il recrée de l'ambiguïté stratégique pour le président Poutine en employant des mots très fermes et en créant de l'incertitude. Qui est d'accord sur ce plateau pour dire que c'est pas si négatif que ça? D'abord, il l'a dit hier, avant la nouvelle intervention de Trump, qui accuse Luken d'avoir été l'agresseur. Donc c'est déjà un petit peu différent. Il fait du langage diplomatique, Emmanuel Macron, parce que ce qui se passe est grave, vous venez de le dire. Trump réhabilite Poutine sur la scène internationale. Il en fait un interlocuteur encore plus puissant qu'il n'est. Donc, que vont faire les Européens coincés entre un Poutine dangereux de l'autre et un Trump encore plus tout autant dangereux de l'autre. Et on va le voir, on va en parler tout à l'heure. L'Europe a vraiment intérêt aujourd'hui à se réarmer, et sur le plan de sa défense au niveau concret, et sur le plan de son unité, parce que là, les choses sont très graves. Faut voir maintenant quelles sont les possibilités de Zelensky de résister à cet assaut russo-américain. C'est-à-dire, est-ce qu'il a les moyens de dire non, votre accord ne me plaît pas, je n'en veux pas. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Bon, c'est clairement un cauchemar pour Zelensky et pour l'Ukraine qui est en train de se passer, puisque Donald Trump donne tous les points à Vladimir Poutine depuis quelques jours. Donc il y avait les déclarations de jeudi dernier sur le long coup de fil qu'il avait échangé avec Vladimir Poutine et dont il n'a informé Zelensky qu'ensuite. Puis il y a eu les déclarations de Vance, le vice-président à Munich, puis la rencontre en Arabie Saoudite hier, et donc hier soir dans la nuit pour nous. Donc cette interview, il donne tous les points. Moi je rajouterais aux 4 points évoqués par Vincent un autre point. Alors, je ne sais pas si c'est psychologique. Évidemment, je ne sais pas du tout s'il y a... Dominique, je peux? Est-ce que c'est Keith Kellogg qu'on voit en direct à l'antenne, qui vient d'arriver en Ukraine précisément? Donc, on est au cœur de notre sujet. Est-ce que, parallèlement à ces déclarations incroyables de Donald Trump, on a Keith Kellogg, l'envoyé spécial des États-Unis, qui est lui en Ukraine. Quel discours va-t-il tenir les yeux dans les yeux à Zelensky après ces mots? Alors, il y a un point qui est important, qui est la répartition des pouvoirs au sein de l'administration américaine n'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que vous avez Donald Trump qui est en freestyle en permanence, qui est évidemment le boss. Vous avez Kellogg qui est âgé, qui est plus âgé, qui a connu l'Union soviétique, donc il sait quand même ce que sont les Russes en face et qui ne va pas se laisser manipuler. Donc lui, il a un discours non pas plus favorable, mais enfin plus ouvert vis-à-vis de l'Ukraine. Vous avez Rubio, sur lesquels le secrétaire américain, sur lesquels les Européens voudraient s'appuyer. C'est assez complexe, sachant que le pouvoir, le dernier mot appartient à Donald Trump. Mais pour sortir de là, pour tenter d'exister un peu, est-ce qu'on doit parler avec Poutine, nous aussi? Parce qu'il ne ferme pas la porte, Emmanuel Macron, dans son interview. On va regarder ses mots. Si le président Poutine m'appelle, dit Emmanuel Macron, évidemment, je le prendrai au téléphone. Au moment où ce sera opportun dans le cycle des négociations à venir, évidemment, je lui reparlerai si c'est utile à la situation. C'est de la diplomatie. Il faut parler à Poutine. Là, on n'a plus le choix. Et pour exister, il faut lui parler. Vous voyez, le début de la phrase, c'est « si le président Poutine m'appelle ». Ce qui est une hypothèse, je ne dis pas irréaliste, mais enfin relativement improbable dans la mesure où l'on voit. Moi, c'est ce qui me frappe le plus, parce que le fait qu'il y ait une collusion plus ou moins avouable, vous parliez des enquêtes qui ont été faites à propos de Trump et de ses liens avec le Kremlin, je pense surtout qu'on voit se découvrir une diplomatie de la force bilatérale. Au fond, Zelensky n'est pas grand-chose, les autres peuples européens ne sont pas plus, et on va parler de puissance à puissance. Il y a quelque chose qui ressemble un peu à un esprit de dictature. Le dictateur, c'est celui qui a la force et qui n'admet pas qu'à l'intérieur de son propre pays, il y ait des échanges, des discussions, des désaccords, des tentatives de mise au point. Et là, on retrouve à peu près le même schéma, mais au niveau international. De telle sorte que l'idée d'une concertation, d'un échange apparaît comme à peu près étranger tant à Trump qu'à Poutine. Trump est esprit d'un dictateur ?
Je pense qu'il est, en tout cas, si vous voulez, je fais une comparaison. Je ne dis pas que Trump est un dictateur. Il vient d'être élu, il a été élu, il n'a pas pris le pouvoir par la force. Mais il a du pouvoir une conception qui n'est pas celle de la concertation, qui est celle de l'affrontement des puissances. De telle sorte que ceux qui, comme les Européens et à l'intérieur de l'Europe, les Ukrainiens ne sont pas détenteurs de la force, sont quantité négligeable. On parle à Poutine ou pas ? Il faut parler à Poutine maintenant ? Alors, si le téléphone, oui, on lui parle, mais on ne fait pas la même chose que Trump. On ne va pas s'asseoir à une table de négociation sans l'Ukraine. Ça, c'est totalement inadmissible et contraire à toutes les règles de droit international. Enfin, c'est assez hallucinant. On le prend au téléphone, oui. Oui, et on parle d'abord à Zelensky, parce que ce qui est frappant, c'est qu'ils ont commencé à parler à Poutine. La première rencontre s'est faite en Arabie Saoudite. Mais Macron parle à Zelensky. Et Macron, heureusement, parle à Zelensky, mais on parle d'abord aux Ukrainiens. On parle d'abord à ses alliés avant de parler à son adversaire. Les États-Unis ont aidé depuis 3 ans l'Ukraine, ont été présents comme alliés auprès de l'Ukraine. Dans une négociation, on va d'abord voir son allié avant de parler à son adversaire. Depuis des mois, depuis qu'il a été réélu, tout le monde on a beaucoup entendu, c'est un dealer de génie. C'est-à-dire qu'il demande 100 pour avoir 20, c'est une stratégie, il manie remarquablement l'incertitude, et donc à la fin il est gagnant. En fait, tout se dévoile. C'est pas du tout comme ça qu'il fonctionne. Il est prêt à donner des points à la Russie. Et je reviens sur l'élément psychologique, c'est que il a traversé son premier mandat avec Vladimir Poutine. Il a considéré que son élection à lui en 2020 avait été volée. Il veut retrouver le couple qu'il formait avec Vladimir Poutine entre 2016 et 2020. Alors, panique du côté des Européens, ça on l'a bien compris depuis quelques jours maintenant, et Emmanuel Macron dit vouloir réunir les forces politiques dans notre pays et le représentant de Parlement face à ce qu'il appelle une menace existentielle. Ça encore, il le dit dans cette fameuse interview à la presse quotidienne régionale ces dernières heures. Voilà pour ces mots. Dans les jours qui viennent, j'aurai l'occasion de réunir les groupes parlementaires, les partis dans un format dit de Saint-Denis pour leur présenter l'état des lieux et les initiatives de la France. Se rassembler face à l'urgence, on le comprend, mais pourquoi faire ? Et comment la France doit-elle se positionner ? En gros, je vais être beaucoup plus cash. À quoi ça sert ? Déjà, ça peut régler un problème à Emmanuel Macron, la situation internationale. Obliger finalement une certaine cohésion de la classe politique et évidemment reconfigurer peut-être des alliances politiques, les dirigeants politiques peut-être prenant enfin en considération quand même l'urgence mondiale et considérant que les bisbilles nationales en fait pèsent peu par rapport à tout ça. Donc il peut effectivement reconfigurer son camp. Moi je dirais qu'on ne peut pas à la fois reprocher à Trump de refuser le dialogue avec les partis intéressés et de considérer que le président français a tort d'organiser une concertation. Alors il est vrai que c'est peut-être un moyen politique de mettre au second plan les divergences internes au motif qu'il y a des éléments plus importants. C'est très classique ça, que le débat interne soit en quelque sorte non pas pacifié mais mis au deuxième plan par rapport à une véritable difficulté internationale. Bon, ça pourrait être une ruse, chacun appréciera, mais l'idée qu'il y ait une concertation et la tentative de trouver une solution à la fois à l'intérieur du pays et peut-être aussi, comme il l'a fait récemment, en réunissant des chefs d'État et de gouvernement européens, me paraît être une manifestation naturelle. On est d'accord ? Oui, là il y a une tentative de reprise de main, déjà effectivement avec le mini-sommet sur l'Ukraine lundi après-midi, cet après-midi encore ce nouveau sommet en visio, mais pas que. Je ne pense pas. Souvenez-vous, la dernière phrase, la fin de ses vœux, le 31 décembre, il a évoqué la nécessité d'augmenter le budget militaire. Pour la France, la nécessité de se réarmer. C'est un mot qu'il aime bien, le réarmement, mais là, il se trouve que c'est au premier sens du terme. Et je pense qu'il est aussi dans cette urgence-là. L'Europe, vous avez vu, le Parlement européen, hier a fait une déclaration aussi sur la nécessité pour l'Europe d'avoir sa propre défense. Aujourd'hui, on est dans cette urgence-là. On a tout
tout délégué. On a trop délégué aux Américains. Et aujourd'hui, si Trump est définitivement du côté de Poutine, on est totalement démunis. L'Europe est incapable de se défendre aujourd'hui. Donc il y a urgence. L'Europe a les moyens de rappeler que jusqu'à maintenant, elle a dépensé plus pour l'Ukraine, en aide à l'Ukraine, que les États-Unis. Ce sont les calculs du Kiel Institute qui fait ça depuis 3 ans et qui a montré que jusqu'à la fin 2024, l'Europe avait dépensé 132 milliards contre 114 pour les États-Unis. Les États-Unis ont une toute petite avance sur le volet militaire, mais toute petite en réalité. Il y a beaucoup d'armements qui sont passés par les pays européens, qui sont livrés. Et donc, les Européens ont un droit à avoir un siège. Après, la question, c'est quels sont les moyens pour que les Européens se fassent entendre. C'est dire, probablement, que sur le plan commercial, sur le plan, essentiellement sur le plan commercial, c'est quand même le premier marché du monde qui intéresse les entreprises américaines. Et la France dans tout ça, parce que là, Emmanuel Macron, il veut 2 choses. On va en reparler, un sommet européen à nouveau aujourd'hui dans la journée, mais une réunion des partis. D'ailleurs, Marine Le Pen a dit qu'elle était d'accord. Nous avons toujours répondu positivement aux réunions proposées, organisées par le président de la République, dit-elle. Vous avez Fabien Roussel pour le PC aussi, qui dit « Nous attendons une invitation officielle, mais je répondrai favorablement. Très bonne nouvelle, enfin ça urge. » Pardon, j'insiste sur ma question. Pourquoi faire? Se retrouver autour d'une table, pourquoi faire? Pour dire quoi? Quelle voix de la France? Que doit faire la France? Que peut dire la France? Mais si déjà il faut augmenter le budget de la défense, ça peut se faire qu'au Parlement et avec l'accord des partis. Donc là, moi je n'en vois qu'un qui refusera, c'est la France Insoumise. Tous les autres, je pense, suivront. Et pour ces partis, c'est aussi une façon de montrer qu'ils sont responsables, qu'ils prennent en compte la dangerosité de la situation internationale. Donc je pense que tout le monde est gagnant à cette réunion. Vous parlez de la nécessité de réarmement, de réorganisation, qui vaut bien sûr pour la France, mais qui vaut surtout pour un certain nombre d'autres pays européens qui, depuis plus d'un demi-siècle, ont pratiquement abandonné la problématique. Et là, on se dit, vous citiez l'équilibre, ou à peu près, de l'aide matérielle, militaire aux Ukrainiens entre l'Europe d'un côté et les États-Unis de l'autre. Mais on ne retrouve pas cette égalité, de telle sorte qu'on finit par se dire qu'au XXIe siècle, on est à peu près dans les mêmes conditions que dans les siècles passés, c'est-à-dire que ce qui compte, ce qui fait qu'on a une voix sur le terrain de la diplomatie internationale, c'est la puissance militaire. C'est au fond la vieille histoire, le vieux mot bien connu, le Vatican, combien de divisions ? Et l'Europe qui a le numéro de téléphone, on connaît la formule. Et c'est vrai que c'est compliqué pour les Européens de dire, alors Emmanuel Macron essaye d'incarner ça, d'être le numéro de téléphone de l'Europe en ce moment, avec un chancelier allemand qu'on connaîtra dans quelques jours, mais qui n'est pas pour l'instant, qui est en situation électorale. Et donc Emmanuel Macron se dit, je vais être le centre. Mais c'est vrai qu'il a un passif aussi, parce qu'on se souvient qu'il y a quelques années, il voulait être le dernier à parler à Vladimir Poutine, il y a eu quand même un certain nombre d'hésitations dans sa posture. Néanmoins, quand même, sur le climat politique, vous vous rendez compte, alors on va passer d'un sujet à l'autre, et on a raison de le faire parce que c'est l'actualité, mais il se passe des choses quand même phénoménales, une accélération de l'histoire, et le débat politique en France, alors c'est aujourd'hui sur Betaram, demain ça va être le rapport de la Cour des comptes pour faire la réforme de la réforme de la réforme de la réforme de la retraite, et voilà à quoi nous sommes dans une schizophrénie totale. Entre des débats politiques qui sont non pas secondaires, parce que la réforme des retraites est importante, oh là là, mais quand même, c'est-à-dire il y a quand même une hiérarchie qui n'est pas tout à fait respectée. Oui, ça permet, il y a un tel gap, Dominique a raison, il y a un tel gap entre les considérations des partis politiques et la situation internationale, mais je pense que la convocation des partis permet justement d'imprimer plus de gravité et de concerner les Français un peu plus. On les sent tellement éloignés effectivement de cette situation qui est extraordinaire. Et là, effectivement, il concerne directement les Français en convoquant les différents partis politiques. Et puis, les dirigeants politiques aiment bien finalement tout d'un coup s'investir un peu plus et avoir l'occasion et le privilège d'une communication directe du président de la République. Oui, maître. Peut-être aussi est-il intéressant de souligner qu'entre le lieu naturel du débat qu'est l'Assemblée nationale, enfin le Parlement d'une manière générale,
où au fond, on débat de sujets relativement secondaires. Je pense à Betaram, par exemple, qui, non pas comme affaire, mais comme affaire politique, n'est quand même pas quelque chose, un souci de premier plan, et pourtant ça en prend la dimension. Et cette convocation du président de la République sur une thématique de problèmes internationaux, où finalement il semblerait que dans un lieu qui n'est pas le lieu naturel du débat national, puisse s'ouvrir une discussion, un échange d'idées que je me permettrais de qualifier de plus respectable que ce qui se passe dans les lieux naturels de la République. Alors, autour de cette table avec les partis réunis, ceux qui voudront bien répondre présent, pour le moment c'est pas trop mal parti, on ne sait pas pour LFI en effet, il sera peut-être question de l'envoi ou non de troupes au niveau européen, là je parle du niveau européen, pour assurer le maintien de la paix une fois qu'un accord serait trouvé. C'est le seul point peut-être d'accroche, de convergence entre Donald Trump et Emmanuel Macron ces dernières heures. Donald Trump y est favorable à l'envoi de troupes européennes, il l'a dit cette nuit, regardez. Êtes-vous favorable au déploiement de troupes européennes de maintien de la paix en Ukraine dans le cadre de cet accord de paix? S'ils veulent faire cela, c'est super. J'y suis totalement favorable. S'ils veulent faire cela, je pense que c'est bien. Et regardez Emmanuel Macron, pardon pour être tout à fait complète Valérie, on pourrait décider dans le cadre des négociations d'avoir sous mandat des Nations Unies une opération de maintien de la paix qui, elle, à ce moment-là, se tiendrait le long de la ligne de front. Bon, là, on a potentiellement un point d'accord. En même temps, peut-être que ça arrange Trump qui ne veut pas de GI en Europe, d'envoyer les Européens. C'est hallucinant parce qu'il est celui qui veut faire la paix forcée. La paix forcée à des conditions que Zelensky n'approuvera sûrement pas. Alors, il veut faire la paix forcée, mais il ne veut pas assurer le maintien de la paix. C'est-à-dire, après, bon, j'hésite à dire le sale boulot, mais enfin, être sur place et à défendre la ligne de maintien de la paix, ça ne l'intéresse pas. Donc, c'est vous, allez-y, vous ne serez pas à la table de négociation. Mais quand vous parlez du sale boulot, c'est peut-être beaucoup dire, mais finalement, c'est le boulot secondaire. Il y a les chefs qui s'occupent des problèmes importants, et puis derrière, on envoie les forces de police, c'est-à-dire l'Europe. Et nous, on assure l'intendance, quoi. Voilà. Vous voulez dire... Ouais, non, c'est exactement ça. En fait, il se décharge du fardeau, tout simplement, à la fois politique, financier et militaire. Donc, il n'a pas envie de s'en préoccuper. Le seul problème, c'est sous quel mandat ? Pas de mandat OTAN, évidemment, parce que c'est insupportable pour Poutine. Mandat onusien, d'accord, mais ça n'a jamais fonctionné. Les forces d'interposition n'ont jamais, en fait, fonctionné dans le monde et n'ont jamais assuré la sécurité des deux parties. On s'en rend compte aujourd'hui avec le Liban Sud. Donc tout ça reste... Alors, il est très volatile. Vous avez dit le mot financier, et là j'ai vu Dominique réagir. Ne me réduisez pas, Amélie, s'il vous plaît. À la réforme des retraites et aux financiers. Un carnet de chèques Non, jamais je ferai ça. Aux échos, peut-être un peu, parfois. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, il n'a pas tout à fait tort, Donald Trump. Parce que New York est à 7500 km de Kiev. Nous sommes à même pas 1000 km. Nous sommes les pays parmi les plus riches du monde. Nous avons les moyens d'assurer la défense de l'Europe et de nos intérêts propres. Et c'est vrai, il faut reconnaître que depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années même, nous avons laissé les dividendes de la paix réduire les budgets de la défense à peu de choses. Et donc, c'est vrai que nous sommes dépendants des États-Unis. Alors, franchement, nous ne devrions plus l'être. Mais depuis la création de l'OTAN, on a décidé que c'était nos intérêts communs. Oui. Mais en réalité, c'était une erreur de penser que ça durait éternellement. Et donc, d'une certaine manière, Donald Trump n'a pas tort, vraiment... Ça me fait mal au cœur de dire ça. N'a pas tort de nous renvoyer à nos propres responsabilités. Non, mais c'est une facilité, Dominique. C'est une facilité de langage. Je ne suis pas certain d'ailleurs qu'il ait bien pesé la responsabilité de ce qu'il vient de dire. D'abord, on n'a pas la capacité de sécuriser 1200 km de front. C'est impossible. Il faudrait 200, 300, 400 000 hommes. Chose que l'Europe ne peut pas consacrer, en fait. Un tel effort, c'est absolument impossible. Alors après, quel sera le format ? Est-ce que ce sont simplement des forces de soutien qui vont intervenir dans la logistique ? C'est possible. Mais ça va être très long à mettre en place, très long à mettre en place. Je pense que autant continuer en fait à imprimer cet effort que nous faisons à travers le matériel, l'aviation, etc., plutôt que de se lancer dans une telle histoire.